si on nous aurait expliqué le scénario de cette CAN-là avant, on aurait dit là, il faut doser un peu là. Ouais. Avant le match contre la Guinée équatoriale, je suis dans ma chambre et ça ne va pas du tout. J'ai appelé le président de la fédération. J'ai dit, président, ce match de demain là ou après-demain là, je ne sens pas. Les Ivoiriens, dès qu'on est passé le premier tour, dès qu'on est allé plus loin que le Cameroun, non mais c'est ça. Dès qu'on a gagné le Mali, pour les Ivoiriens, on pouvait être éliminés maintenant. C'est Oui, fini. je te promets. On était à la veille de la finale Mm-hmm. et le coach il nous a dit, bon, on va passer en 3-5-2. Pendant la séance, je regarde et je vois que je ne me sens pas à l'aise. Je touche deux mots à 2-3 joueurs et eux aussi me disent, ah le vieux, 3-5-2 là. Ouais. Il dit, bon d'accord. Pendant les étirements, je vais voir le coach. Je dis, coach, 3-5-2 là, demain c'est la finale. Est-ce qu'on peut aller dans 4-3-3 là? Parce que quand je regarde l'esprit, je vois, j'ai vu que c'est pas bien passé. Il me dit, tu penses? Je dis, oui, je pense. Il dit, ok, si toi tu penses que le groupe va être en 4-3-3 à l'aise, on peut aller sur ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Max-Alain Gradel, icône du football africain et mondial et ancien capitaine des éléphants. Né le 30 novembre 1987 à Abidjan, cet ailier vif, habile dribbleur et buteur aguerri a fait ses armes à Leicester City avant de briller à Leeds United où il remporte le titre de meilleur joueur des fans et coéquipier en 2011. Avec 113 sélections et 18 buts, Gradel fait partie des cadres historiques de la sélection nationale. Vainqueur de la CAN en 2015 et en 2023, il était capitaine lors du triomphe à domicile en 2024 et a fait ses adieux à la sélection en mars après un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, il se confie à nous sur son riche parcours en rebondissement, ses victoires, ses moments de doute, les choix difficiles et surtout sa vision du football qui lui a permis de devenir un modèle. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Max. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi-même? Très très bien, je suis contente de te recevoir. Contente de recevoir un champion, une icône, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Et c'est un honneur pour moi, mais je pense également pour tous mes abonnés et toutes ces personnes donc, qui vont tomber sur cet épisode qui va, je pense, rentrer dans les mémoires. C'est vrai que j'ai reçu des sportifs, mais de ton calibre, c'est la première fois et merci pour avoir accepté Merci. de venir partager ton expérience, ton histoire. Comment se passe ta retraite, Max? Très bien, très bien. Depuis ma retraite, j'apprends beaucoup de choses. Je découvre aussi beaucoup de choses, une nouvelle vie qui a commencé et ça se passe plutôt très, très bien. Comment on se sent lorsqu'on décide de ranger les crampons? Déjà, c'est un processus. C'est un moment où on se prépare pas, franchement, parce qu'on se dit qu'on va jouer éternellement. Ouais. Mais sauf qu'il y a une réalité qui nous rattrape à un moment donné. Et donc, je pense que jour après jour, on commence à se mettre dedans et on commence à accepter le fait que voilà, c'est terminé, il faut vraiment passer à autre chose. Mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que c'est très, 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 très bien quand on arrête avec le sentiment du devoir accompli. Oui. C'est ce qui, je peux dire, permet de mieux accepter Oui. le fait d'arrêter, quoi. Oui. Sinon, après, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, ça, non? Parce que je pense, quand tu as pris cette décision, je me suis dit c'était très bien de ta part. Partir comme ça, au sommet, avec cette deuxième victoire, partir avec, laisser l'impression en fait à toute la population ivoirienne, les Africains, de ce Max-Alain Gradel qui a réussi sa mission et qui part au sommet et qui laisse une très très bonne impression. Souvent, lorsqu'on arrive à un certain niveau, on continue quand même. Et des fois, c'est là où la chute arrive, malheureusement, en fait. Et toi, cette décision, je pense que ça a été difficile pour toi de la prendre, mais tu l'as prise au bon moment et tu rentres dans le panthéon, tu es rentré dans le panthéon, en fait, au final. C'est une décision qui a été difficile, j'imagine. Très, très difficile. Parce que tu pourrais te dire, oui, je peux encore le faire, je peux encore donner à mon pays, mais... Bien sûr, c'était très difficile parce que ce soit physiquement, mentalement, je sais que j'avais toujours les capacités, mais souvent, il faut lire entre les lignes et il faut savoir faire des choses. Et surtout, la question est que qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je viens de réaliser?
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut être sage et prendre les bonnes décisions. Et connaissant mon pays, connaissant mon peuple, Connaissant ton peuple, voilà, nous exactement. connaissons. Il faut bien faire les choses et il faut montrer l'exemple. Et surtout que derrière, il y a beaucoup de talents, de jeunes joueurs qui arrivent avec beaucoup Oui. de potentiel. Donc, il était important pour moi, surtout de vraiment à un moment donné, toute ma carrière internationale, j'ai beaucoup pensé à l'équipe nationale, à mon pays. J'ai fait beaucoup de sacrifices et je pense que le moment était venu euh, de penser un petit peu à moi personnellement. Oui. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Tu as fait le bon choix. Oui, je suis persuadé que j'ai fait le bon choix. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit il faut être sage, il faut prendre les bonnes décisions. Mm. Je trouve que c'est ça, c'est une parole de leader en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire ok, j'ai fait ce que je devais faire, je suis content de moi. Et je pense à moi, comme tu viens de le dire. Et donc aujourd'hui, tu as du temps Beaucoup de temps. en griffe En pour griffe, toi. oui, Parce que la retraite, c'est bien, mais c'est une retraite aussi très active. effectivement. Tu as dit que tu apprends beaucoup de choses en ce moment, donc de ce nouveau statut et tout. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelle est une journée type en ce moment de notre champion, Max Alain Gradel? Il faut savoir que euh, depuis que j'ai arrêté, je me lève à 6 heures du matin. Toujours, tu t'es toujours levé à 6 heures du matin? Ou Bon, plutôt? faut dire que quand j'étais en activité, je me levais entre 7h, 7h30 OK. parce qu'on avait souvent un entraînement à 10h, 10h30. Mhm. Mais là, je sais pas, je me lève plus tôt, je sais pas pourquoi. La joie Déjà, de... déjà que, en plus, mon épouse, elle comprend pas. Elle Ah, dit, t'es encore plus occupé qu'avant. oui, dans ta Donc, elle retraite, tu es plus comprend pas. occupé. Voilà. Et tout ça, juste pour dire que mais c'est le fait aussi d'avoir anticipé les choses Mhm. et d'avoir préparé les choses dans le sens où mon objectif était une fois arrêté le football, avoir des choses à faire. Oui, Donc, tout ça, ça se prépare. Il faut préparer la retraite oui, et de ne pas finir et être surpris ou chercher quoi faire. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire. oui. Donc, moi, j'ai mis plein de choses en place de sorte que quand je finis ma carrière, bah, je puisse entamer tout ce que j'avais déjà préparé. Donc, moi, c'est entre 6h et 6h30 du matin et je rentre en général à 19h30 le soir. Le week-end, je reste en famille. OK. Donc, Ah, tu sors pas les week-ends? bon, je ne suis pas trop sorti, Ouais. Très boire, tout famille. ça. Voilà, je suis plus famille ou alors si je sors, c'est resto ou alors ambiance tranquille entre personnes proches, Mhm. dîner, discute, on parle de projet ou voilà. Ouais. Aujourd'hui, tu as 2 clubs. On va dire, j'ai Un club. un club et je suis actionnaire dans un autre. OK, d'accord. Et tu as un club de formation. Oui, j'ai un club et un centre de formation Mhm. et ouais. Et comment tu gères ça au quotidien? C'est simple parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien savoir ce qui se passe. Mhm. Et on dit souvent que nos affaires ne sont jamais mieux gérées que Par soi-même, par oui, bien sûr. soi-même. Et c'est ce que je constate. Donc, vu que c'est des projets que j'ai mis en place depuis un long moment, donc il est important que maintenant que j'ai le temps de vraiment être présent physiquement, moralement pour les joueurs et pour que le projet puisse vraiment avancer. Donc, tu dis en fait que tu l'avais préparé, ce club et ce centre de formation, déjà en étant joueur, Oui, c'était déjà c'était déjà, créé en fait. ouais, c'était déjà créé, c'était déjà en place. Et voilà, mais il faut savoir que maintenant que j'ai une agence de management OK. et tout ça, donc j'ai légué le club à d'autres personnes pour Mm. pouvoir gérer. OK. Mais bon, j'apporte toujours des conseils aux nouveaux gérants pour pouvoir continuer la marche avec le club et le centre de formation. Parce que je disais de me concentrer un peu plus sur l'agence de joueurs, Mhm. qui est Maxidel. Donc, on ne peut pas être dans ces deux trucs-là en même temps. Ouais. Voilà, donc voilà un peu l'actualité. Où se trouve le club et le centre de formation?
Ou les centres de formation? Le centre de formation et le terrain d'entraînement, tout est basé à Yopougon. Ok. Et donc, tu as des joueurs de quel niveau, quel âge en principe et tout? Alors, on part de 8 à 11 ans, Mhm. on part de 12 à 14 ans. Et on a les U15 et les U17. Après, entre les U17 et l'équipe senior, on forme un groupe parce que la moyenne d'âge pour l'équipe senior, le plus âgé doit avoir 20 ans par là. Ok, d'accord. Ils sont très jeunes. Très Et jeune. au-delà de tout ça, donc, dans ce quotidien où tu gères donc des joueurs, tu détectes des pépites, que tu modélises d'une certaine manière et pour lesquels tu trouves des opportunités aussi à l'extérieur, tu as des titres, tu as 2 titres d'ambassadeur, Oui, ambassadeur FAO. oui, et ambassadeur du tourisme. Oh, d'accord. Et comment ça se passe pour ces 2 titres? Est-ce que ça te prend également du temps au quotidien? Oui, bah Ok. moins que le football, Mhm. mais c'est clair que on est sollicité à tout moment et il y a des prises de décision, il y a des actions, il y a des présences physiques, et il y a des invitations Oui, à honorer. à honorer et tout ça. Donc tout ça, ça fait partie du quotidien. Quand tu vois les Ivoiriens dans la rue qui te voient après le sacre, Il les heures chaudes et tout, quelles sont les réactions? faut dire qu'ils sont toujours contents. Mhm. Et c'est vrai que quand ils me voient, ils se rappellent toujours de la dernière CAN. Et donc, du coup, forcément, vu que c'est bien passé, ils sont contents, ils me disent merci. Et c'est des moments qui font plaisir. Je pense que d'ailleurs, que c'est pareil pour tous les autres joueurs qui sont amenés à croiser leurs compatriotes ivoiriens, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même partout dans Ailleurs? le monde. Je pense que c'est cette reconnaissance-là qui nous fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Donc, c'est ce qui nous a toujours donné l'envie de se surpasser et de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est clair que quand on voit les remerciements de nos frères, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et comme je disais, on a le sentiment du devoir accompli, quoi. Avec la CAN 2025 Oui, au, au Maroc, oui. est-ce que en tant qu'ancien capitaine et membre donc, de l'équipe de la sélection nationale, euh, tu comptes apporter ta contribution, ton soutien moral à l'équipe dans ces prochaines échéances, avec l'entraîneur également qu'on salue? Oui, c'est clair que, comme on dit, une fois éléphant, toujours éléphant. Donc, moi, c'est à chaque fois qu'il est question de la nation, moi, je reste toujours disponible. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas être présent sur le terrain, Mhm. mais en esprit, je suis toujours éléphant. Je n'ai jamais quitté l'équipe nationale. C'est clair qu'aujourd'hui, je suis appelé à d'autres activités pour moi-même déjà, mais Mhm. c'est clair que je suis là, je suis présent. Après, il faut voir présent dans quel rôle ou dans comment. Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, personnellement, je pense qu'il est important de laisser L'équipe vivre. voilà, le groupe vraiment grandir. Mhm. Voilà. Après, ça ne me dérangerait pas si besoin il y a, Mhm. d'apporter une aide à l'équipe nationale. C'est le pays après tout. C'est la nation, c'est la patrie. Exactement. Je sais que vous avez énormément de questions concernant tout ce qu'on a vécu ce film, parce que moi, je considère que cette CAN, tout ce qu'on a vécu, ces moments forts, c'est comme si on a vécu un film avec un scénario qui était écrit, qui était très bien écrit. Parce que je pense, hein, jusqu'à présent, lorsqu'on déroule le film des débuts de la compétition, des premiers matchs et tout, jusqu'à la fin, jusqu'au sac final, lorsqu'on re-regarde, parce qu'on a fait le marathon, on a tous fait le marathon des matchs. Bon, pour un certain match en particulier, qui est célébré, qui est célébré par les Ivoiriens depuis le sacre, 99-17, bien sûr. Lorsqu'on déroule le film et lorsqu'on regarde à chaque fois les matchs jusqu'au dernier match, on se dit non, c'est pas possible. Comment ça a pu se produire? C'est comme si c'était un miracle, une magie. Toi qui étais au cœur, Mhm. avec toute l'équipe, qui a vécu ces moments de tension, du premier match jusqu'à la fin, du match contre la Guinée équatoriale,
où les Ivoiriens, où on était déçus, on était déchirés, on a eu des réactions, mais et tout et tout. Quand tu regardes tout ça, est-ce que tu te dis, au-delà de votre performance, au-delà de la qualité de l'équipe, des joueurs, est-ce que tu te dis que c'était un miracle aussi, d'une certaine manière? C'est clair que nous, étant dedans, on vit la chose pas de la même manière Mhm. que vous qui êtes à l'extérieur. Donc, c'est clair que nous, au vu de la réaction de vos différentes réactions, c'est là que on commence à comprendre, en fait. Voilà, parce que vraiment, comme j'ai dit, cette CAN, c'était un peu comme... souvent, on a tendance à regarder un film Oui, et puis on se dit, ouais, ils ont exagéré là. Ils ont mis trop de choses. Ça, c'est même pas possible. Tu vois, tu regardes un film et je sais pas. les effets spéciaux, les Voilà, tu dis actions. non, jamais de la vie. Ouais. Et c'était pareil cette canne-là. Et je pense que si on nous aurait expliqué le scénario de cette canne-là avant, on aurait dit là, il faut doser un peu là. Ouais. En fait, c'est ça en fait. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Trop, trop. Mais chose bizarre, c'est que nous, pendant la canne, il y a des signes, il y a eu beaucoup de signes. Oui, Dieu. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de signes. Et moi, je suis quelqu'un qui croit aux signes, qui arrive à lire entre les lignes, beaucoup de choses comme ça. C'est sur ça que je me suis beaucoup appuyé pour tranquilliser au moment où il fallait et passer certains messages au groupe, à tous ceux qui en avaient besoin. Mais je pense que il y avait trop de choses, pas pour ne pas dire bizarres, Mhm. mais De symboles. voilà, il y avait, voilà, effectivement. Quand l'équipe se fait battre Mhm. par la Guinée équatoriale, lorsque le quatrième but est mis, que vous arrivez donc à l'hôtel particulier. Moi, j'habite dans la zone, hein, donc on devait revenir du match et tout. Et puis on passait dans la zone, on a vu les gens autour de l'hôtel qui étaient fâchés et tout ça. À ce moment précis, est-ce que vous vous dites c'est la fin? Je veux dire de la compétition. Est-ce qu'à ce moment-là, vous regardez les réseaux sociaux, de vos téléphones et tout? Personnellement, je pense que j'ai dû en parler avec à mes proches. Mais moi, à la veille du match, je savais que ça allait mal se Tu passer. sentais quelque chose? Moi, je savais que ça allait mal se passer. Comment? Vous savez, quand on est à la tête d'une équipe, quand on porte le poids d'un groupe, il y a plein de choses. On est plus simple joueur. On n'est pas un simple On a joueur. un guide Voilà, on est un guide, on spirituel a la aussi. tête. Voilà, il y a Mhm. plein de choses. Donc, c'est en sorte, pendant que les autres dorment, toi, tu dors pas. Mhm. Il y a plein de choses. Et quand on a la tête d'une équipe, comme je dis toujours, il y a trop de choses. Il y a énormément de choses. Tu sentais une boule au ventre avant ce match, alors que Non, non, c'était mais, juste la Guinée équatoriale. mais Mhm. justement, vous savez, c'était ma septième CAN. Mhm. J'ai appris auprès des grands frères qui étaient là avant moi. J'ai beaucoup appris. J'ai eu l'expérience, j'ai eu le temps de regarder plein de choses. Et je savais dans quoi j'étais. Et je savais exactement ce que c'était. Et surtout, jouer une CAN dans son pays. J'avais jamais joué, mais connaissant mon peuple et tout ce qui était autour, je connaissais l'importance de ça. Donc, du coup, je ne vois pas les choses de la même manière que tout le monde. Et une anecdote, avant le match contre la Guinée équatoriale, moi, je parle avec, je suis dans ma chambre et ça ne va pas du tout. Tu te sentais pas bien? J'ai- j'ai- je sentais, j'étais pas bien. Et j'ai appelé le président de la fédération. Je suis allé le voir et j'ai dit, président, là, ça va pas. Hmm. Il me dit, comment ça? Il me dit, président, ce match de demain, là, ou après-demain, là, je sens pas. Waouh. Il m'a regardé. Il était Moi, étonné parce que, ouais, il était étonné parce que c'est la Guinée oui, équatoriale. tu vois, tu te dis Bon. non, c'est rien. Et tout ça, et il me regardait. J'ai dit, président, mais je sais qu'il me dit, pas qu'il me prenait pour un fou, mais il n'arrivait pas à comprendre, en fait. À saisir. Voilà. Et moi, je savais qu'on partait, là où est-ce qu'on partait, là, on partait droit vers le mur. Parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et je sentais que ça allait venir. Et il m'a dit, OK, j'ai compris, je vais voir.
Mais je vais voir. Je vais voir. Je sais qu'il n'a pas compris, mais je le comprends en même temps parce que venir parler de ça comme ça, Guinée équatoriale, comment ça va pas bien se passer, tout ça, donc c'est normal. Et après ça, il me dit, va parler avec le coach. Donc, je vais parler au coach. Et je dis la même chose au coach. Et bon, parce qu'il faut savoir que avant ça, je ne jouais pas encore. Et tout. Donc, je pense que mon message n'avait pas été bien perçu. Mon message était perçu comme, vu que peut-être que je ne jouais pas encore. Oui. Donc, je pense que c'était ça. Mais après, quand le match est terminé, parce que vous voyez, pendant le match, il y a un moment où je suis arrêté sur la barre Oui. et j'attrape la barre Ouais. avec La les yeux tête, presque oui. en larmes. C'est ça. Bah, les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais arrêté comme ça. Tu te rappelais Exactement. de ton ressentiment, de ce que tu ressentais. Et je savais, moi. Et donc, quand ça a commencé, 1 but, 2 buts, 3 buts, j'étais là, c'est à ça que je repensais. Et quand on est rentré, et dans les vestiaires, quand on était dans les vestiaires, après la défaite, on était abattus. Ça, Oui, c'est sûr. 4. Moi, j'étais très triste, mais je ne pouvais pas, comment dire, le montrer. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui sont là, il y a des jeunes donc, qui me regardent. Donc, si moi, je montre que là, c'est pas bon. Que tu as abattu. Voilà, c'est pas bon. Donc, moi, j'étais obligé de rester debout, même si c'était difficile, quoi. Et quand on est dans le vestiaire, le moment, le signe, moi, qui me donne un espoir, c'est parce que pendant qu'on est dans le vestiaire, il y a Ghana qui joue contre Mozambique, je pense. Ouais. Et on voit qu'ils mènent, je crois, 2-0 à ce moment-là. Et le signe que moi, je vois comme un signe, c'est qu'au dernier moment, ils font 2-2 à la dernière minute. Ouais. Après là, moi, je ne repars plus des versets de la même manière. Ouais. Je me dis, ça, c'est un signe. C'est là où les Ivoiriens ont commencé à recalculer. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, à quel moment est-ce qu'on enfin, on s'est rendu compte que ce n'était pas terminé ou quoi que ce soit. C'est à partir des vestiaires avant d'arriver même à l'hôtel. Donc, ce match nul-là, dans les derniers instants du match du Ghana contre la Mozambique, je pense, ça, en tout cas, moi, personnellement, à partir de là, j'ai compris que c'était un signe, ça. Est-ce que tu penses que au moment où tu expliquais le pressentiment que tu avais et la boule que tu avais au ventre, quand tu l'expliquais au président de la fédération, également à l'entraîneur, s'ils avaient saisi ce que tu voulais dire, le message que tu voulais faire passer, quelle aurait été la suite? Je veux dire, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été compris? Quelle action tu aurais menée ou bien quelle action ils auraient pu mener pour que peut-être le scénario soit changé? Non, Ou bien est-ce que tu t'es dit finalement, c'est une bonne chose qui n'était pas compris parce que vu comment le film était écrit, ça ne pouvait que se passer comme ça. Monter, et comme on dit, monter d'abord le premier match, on le gagne, descendre dans les abysses pour ensuite aller à la lumière. Non, mais vous savez, même si ils m'ont écouté, c'était bien que les choses se passent comme ça. Ouais. Moi, je ne faisais que alerter. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que j'avais les solutions pour changer le destin. Ouais. C'est ça la différence. Je sens ce qui arrive, mais ça ne veut pas dire que j'ai des solutions. Et tout était... Parce que moi, je crois une chose. S'il fallait que ça soit différent, Dieu aurait permis que je fasse quelque chose qui aurait pu changer les choses. Ouais. Donc, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que le bon Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et on a un regain d'espoir à ce moment précis avec le match nul du Ghana. Et ensuite, on se déporte. On déporte notre énergie sur le Maroc, qui de façon extraordinaire est censé être notre sauveur pour passer les prochaines étapes. Oui, mais c'est clair parce que oui. Parce qu'avant ça, on attendait le match du Mali. Mali devait gagner, ils n'ont pas gagné. Le Cameroun, on attendait le match du Cameroun. Ainsi de suite. Et le dernier espoir était comme par hasard sur le dernier match qui restait pour nous permettre de nous qualifier, c'était le Maroc. Et le Maroc étant déjà qualifié,
on se posait la question, est-ce qu'ils allaient jouer le jeu? Est-ce qu'ils allaient mettre leur équipe type? Donc, tout ça, c'est... Mais on a été agréablement surpris de voir que le Maroc, ils ont aligné leurs joueurs phares titulaires et ils ont même perdu leur meilleur joueur qui Mhm. s'est C'est blessé blessé. dans ce match-là, qui n'était pas un match en jeu pour eux. Et nous, moi, personnellement, en regardant ce match-là, et je me disais dans mon esprit, si jamais ils gagnent et qu'on est qualifié, je vais, d'une manière ou d'une autre, il faut que je rende hommage au Maroc. Ouais. Donc, parce que c'est un engagement que j'ai pris pendant ce match-là. Et quand ils ont gagné, on était tous contents, on était heureux, on était contents parce que voilà, grâce à leur effort, bah, on a pu être qualifié pour le prochain tour. Ouais. Et moi, c'est qui. Après, il y a des personnes qui ont dit oui, mais la Mozambique a truc. Oui, on le remercie aussi. Mhm. Mais on se souvient toujours des derniers Oui, matchs, voilà, c'est ça. des derniers souvenirs. C'est ça. Donc, j'en profite pour dire merci aussi, merci à la Mozambique aussi. Mais c'est clair que le Maroc, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la manière comment ils ont joué le match Ouais. à 300%. Ils se sont battus Si, sur les à ballons. fond. Moi, au-delà du résultat, leur manière de jouer ce match-là, c'était comme s'ils voulaient vraiment nous aider. Comme si c'était en mission pour Ils étaient nous. en mission pour nous. Moi, c'est comme ça que, après, chacun a sa manière de Mhm. voir les choses. Mais moi, c'est comme ça que j'ai perçu cela. Et comment tu as perçu? Bon, tu connais ton peuple. Ton peuple a soulevé l'affaire. Ton peuple a célébré le Maroc. Ton peuple a dansé, a entonné des chansons. On a vu cette vidéo de ce jeune qui était là pendant le match avec le Maroc, qui dansait. Je ne sais pas s'il chantait l'hymne national, lui, il chantait une chanson et tout. Et il était à fond avec le drapeau. Tout le monde était à fond avec le drapeau. Les gens portaient le maillot. Je me rappelle, le restaurant d'Abali Express a organisé un déjeuner spécial Maroc où on a porté les tenues du Maroc et tout. Tellement on était à fond, à fond, à fond. Comment toi et ton équipe, vous nous avez perçus, nous les Ivoiriens, dans cette ferveur marocaine? Non, mais déjà, il faut souligner que les liens entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ce n'est pas des liens d'aujourd'hui. Oui. Je pense que la Côte d'Ivoire a toujours eu des bonnes relations avec le Maroc. Et les Marocains, que ce soit ici, ont toujours été les bienvenus. Donc, je pense que même lors de la CAN, ils se sentaient tellement à l'aise que on a même vu des vidéos où ils parlaient de Nouchi, tout ça. Oui, c'est si. Donc, c'est pour dire que voilà, ils se sentaient tellement bien que je pense que ces vidéos-là, je pense que ce qui aussi a facilité aussi, quand le Maroc devait jouer pour nous aider, je pense que être marocain, voir ses frères marocains ici en Côte d'Ivoire être heureux, être content, je pense que ça facilite beaucoup les choses. C'est pour ça que c'est toujours bien de bien accueillir les étrangers parce que ça peut avoir des retombées soit positives ou des retombées qui peuvent permettre au pays qui reçoit ces étrangers-là à avoir des ouvertures positives Exactement. dans d'autres circonstances. Ouais. Donc, je pense que, comme on dit, le bienfait n'est jamais perdu. Absolument. Le Voilà. bienfait n'est jamais perdu. Et on l'a ressenti juste tout au long de la CAN. Exactement. Le Maroc gagne. Vous passez. On est heureux. On renaît. On a la bouche, bien sûr. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toi-même, tu connais ton peuple. On a la bouche. On a l'énergie. Ouais, c'est nous. En plus, bon, le Cameroun, nos beaux-frères, nos beaux-parents sont éliminés et tout et tout. On continue. Et on a cette grosse tension avec le Mali. Le fameux match contre le Mali. Moi, j'étais au stade, à Bouaké. Mais je veux dire, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on a vécu, le match contre la Guinée équatoriale, tous les autres matchs. Mais il y avait une tension particulière au stade de Bouaké. Mais c'était fou comment on était unis ce jour-là, dans le stade. Je pense au-delà de tout, c'était spirituel. Bien sûr. Franchement, c'était totalement spirituel. Tout est spirituel. C'était totalement spirituel. On est dans le stade, on vous voit jouer. On a eu toutes ces semaines de tension, un peu d'injures, bref, ça allait dans les extrêmes. Et ce match était hyper important. Et à un moment donné, nous, les Ivoiriens, on s'est dit, en fait,
quand notre équipe encaisse, c'est là que la victoire est possible. Et des fois, les gens se disaient, c'est mieux qu'on encaisse un premier but pour qu'on ait la victoire. Ça, c'était dans la bouche de beaucoup de personnes. Et on a donc le premier but qui est encaissé. Mais on est serein. Oui, On était serein. C'est-à-dire qu'on encaisse un premier but du Mali, mais on est serein, on est dans le stade. Vous êtes serein, oui, parce qu'on vous a habitué à ça. C'est ça. Oui. Donc, on s'est dit c'était la technique. Parce que quand vous marquez, on n'est pas à l'aise. Or, quand l'équipe adverse marque, on est à l'aise. Et le Mali met le premier but. Comment vous êtes? Comment vous gérez ça? Bah, déjà, il faut savoir que nous, quand on partait d'Abidjan pour Yamoussoukro, on devait jouer contre le Sénégal. On est parti là-bas différents. On n'était plus les mêmes joueurs. Oui, parce qu'on était dans un esprit de... On a déjà vu pire, en fait. Ouais. On a pris 4-0. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous... On a été humiliés, on était presque éliminés. Et là, on nous donne une chance encore. Bah, c'était genre, voilà. Là, tout ce qu'on va croiser, je peux vous dire, hein, je disais, on parlait entre nous. Là, on peut nous ramener le Brésil, l'Allemagne, je ne sais pas, l'Argentine. C'est sûr qu'on allait gagner. Parce que là, moi, j'ai compris que là, c'était notre histoire. Là. Il n'y avait rien à faire. C'est pour ça que même contre le Sénégal, on prend un but d'entrée. Pas de problème. On pose la balle, on est parti. Et ils pouvaient mettre encore un deuxième, on allait repartir. Parce qu'on est là, c'était clair que personne ne pouvait nous arrêter. C'est pour ça, contre le Mali, on prend un carton rouge, on encaisse un but, on joue à 10 presque tout le match, mais on joue sans Comme crainte. si il y avait un 11e joueur, alors qu'on était 10. Bien sûr, mais bien sûr, après, faut... Non, mais nous, on savait qu'on n'était pas 11 ou 10 sur le terrain. Parce que, pour vous dire la vérité, c'est que ça se sent. On n'a jamais senti le peuple aussi soudé. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que c'était le Mali. En ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions entre les deux pays, énormément de tensions. Et moi, de toute façon, moi j'étais conscient de ça. Et vous avez la pression, tu avais la pression. On avait la pression et moi, j'étais conscient, c'est-à-dire, je savais ce qui se passait. Je savais ce qui se passait entre les deux pays. Quand je savais exactement ce qui se passait. Qu'il soit politique ou tout ce qu'on veut. Je savais ce qui se passait. Je savais que c'était un match, c'était pas un match comme les autres. Ça, il fallait qu'on se le dise. Et moi, je cherchais, je ne savais pas comment faire comprendre à la plupart des joueurs qui n'ont pas tous vécu ici, qui ne suivent pas vraiment l'actualité vraiment du pays. Il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Donc, je ne peux pas savoir. Donc, moi, le plus important, c'était avant le match de leur faire comprendre l'importance de ce match-là. C'est un match important parce que c'est un match de CAN, mais ce n'est pas un match de CAN comme les autres. Et moi, il fallait que je trouve les mots pour faire comprendre à tout le monde. Et moi, j'ai juste dit, les gars, ce match-là, on peut perdre contre tout le monde, mais le Mali, on ne peut pas perdre. Bon, et après, il y en a, ils m'ont regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. Et c'est pour ça que quand on était à 10, on savait qu'on allait gagner. Parce que quand on voit le public, à un moment donné, commencer à chanter l'hymne national. L'hymne national. Ça, on avait encaissé un but. Donc, oui, à un moment, tout le monde commence à entonner, puis on s'attape la poitrine, et puis on est là. On sait qu'on est à 10 contre 1, on a encaissé un but. Là, c'était... Mais on dit on va gagner ce match. Oui. Et on est dans le stade. On a senti ça, on a senti ça. J'ai même des frissons comme ça. Ça me... Oui, mais c'est clair, c'était un moment unique, hein, c'était un moment... on était chez nous. Ouais. Et
la Côte d'Ivoire contre le Mali, quoi. Ouais. Mais quand je dis la Côte d'Ivoire contre le Mali, c'était pas seulement un match de football. Ouais. C'était nation contre nation. Honneur contre honneur. Voilà, spirituellement, c'était un match de très, très haut niveau. Parce que à un certain moment, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on a vu, je vais dire, le maillot a été déchiré, on a fait porter à des animaux. Bref, c'était le sommet du sommet. Mais on se disait, dans ce match-là, quoi qu'il arrive, même si on encaisse 2 buts, on va gagner ce match. Là, on était sûr de gagner. Ça, je peux vous dire. C'est pas possible. Si on devait être éliminé, c'était déjà... Avant. Bien avant. On avait déjà tout passé, en fait. Puis là, c'était... Mais il fallait rester concentré et jouer le jeu et tout donner. Et jusqu'à la dernière minute, vous marquez. Et là, tout repart. Oui, le dernier but. Oui, après là, quand je crois que c'est Diakité, Omar Diakité qui met le dernier but. Déjà, il y a le but de Adengra. Après, derrière ça, il y a le but de Omar Diakité. Mais il faut savoir que même quand on était à 10, on était dangereux. Ouais. Voilà. Ils ont reculé et on n'arrêtait pas d'être dangereux. Et comme j'ai dit, on savait qu'on allait gagner ce match-là. Et derrière, quand Omar Diakité marque le but, après, c'est la joie. Le stade, il explose et tout ça. Et le match fini. Moi, quand le match s'est terminé, c'est que j'ai pas l'habitude, mais quand le match s'est terminé, en fait, il y avait tellement eu une chape de pression. La pression et tout. Couler des larmes, pleurer. J'étais avec mes 2 enfants au stade, pleurer. Regarde leur maman, ils comprennent pas. J'ai dit non, en fait, c'est venu comme ça. Et il y a plein de personnes autour, c'était là. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Après ça, on s'en fiche de perdre. Moi, en fait, à ce moment précis, qu'on a gagné, je m'en fichais qu'on perde. Pour moi-même, je considère que c'était notre finale qu'on avait gagné, en fait. Qu'on perde contre le Congo ou autre, c'était même pas mon problème. C'est-à-dire que pour moi, c'était maintenant boulevard. Mais nous, on a compris ça. En fait, ce match-là, je vais vous dire la vérité, ce match-là, on l'a joué pour la nation, pour le peuple. Ouais. On l'a pas joué pour nous, pour gagner les matchs de Cannes. Ouais. Et ce match-là en particulier, on l'a joué pour le peuple, en fait. Parce que, comme j'ai dit, on connaît nos frères. Ouais. On connaît la bouche de nos... on sait, donc, on sait comment ça se passe. Donc, on se dit, les gars, on peut le perdre après, mais ce match-là, les gars, on ne peut pas perdre. C'est pour ça que je disais, on peut perdre contre tout le monde, mais pas contre le Mali. C'est pas facile d'être joueur. Je veux dire, gérer autant de pression. Et déjà, quand on est, par exemple, artiste, musicien, acteur et tout, il y a le trac. Mais vous avez le trac en temps réel, le stress de gens de 30 millions d'habitants qui vous regardent, qui 30 millions d'habitants sans compter... ceux de la diaspora. Exactement. Mais vous savez... Comment on gère ça? Mais je disais toujours que c'est avoir le poids de toute une nation sur les épaules, c'est jamais, c'est pas facile. Mais faut passer par là pour comprendre. Et nous aujourd'hui, c'est pour ça que des fois c'est difficile, mais on n'en veut pas aux gens parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Souvent, on est là, on est dans nos chambres, et moi je me dis souvent, si seulement ils savaient. Et c'est ça en fait la question. Si seulement ils savaient. Je me disais tout le temps ça. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir. Si seulement ils savaient, je pense qu'il y a des propos, il y a des jugements qui seraient différents. On a la critique facile quand on est assis dans son fauteuil. Après moi, je me dis que des personnes qui ont leur activité, qui n'ont jamais joué au football, ça, à la limite, c'est facile à accepter. Mais ce qui est difficile à accepter, c'est des anciens joueurs eux-mêmes qui savent de quoi il s'agit et qui ce genre de critiques-là. Ça, c'est difficile à accepter. Mais que des personnes ou des fans, ça, même si c'est difficile, on est obligé de comprendre parce qu'on leur concède cela. Ouais. Voilà un peu comment est-ce que c'est vu. Hein.
Mais chapeau à vous, parce que franchement, supporter ce stress, la bouche des Ivoiriens, la peur de l'échec, retourner dans les vestiaires avec une défaite, et sentir tout le poids, même quand vous déposez votre téléphone, que vous ne voulez pas regarder, entendre le bruit au loin, des critiques, vraiment, respect, chapeau, parce que cette charge mentale-là, il faut être un dur pour supporter. Ouais, il faut être fort. Faut être fort, franchement, il faut être fort. Ça Moi, te forge. J'ai vu des joueurs dans des situations vraiment difficiles. Il y a des craquages des fois. Bien sûr, mais c'est un des êtres humains. Mais ce qui est encore plus dur, c'est que tu es obligé tu peux pas craquer, quoi. Ouais. Tu peux pas craquer. Moi, par exemple, il m'est arrivé une fois où je me suis levé de mon lit et dans ma chambre, j'ai craqué. Ouais. Quand j'ai craqué, moi, je suis dans ma chambre, je suis tout seul, tu vois. Mais dehors, passade. Voilà. Tu vois, donc mais tout ça, ça fait partie de la vie. Hein. Ouais. Et de l'histoire. De l'histoire, comme on dit, de l'histoire. On neutralise ce match avec le Mali. On passe haut la main. Tout le monde est content. Finalement, le Congo, formalité. Et tout. Ensuite, après, on arrive maintenant à la finale. Avec le Nigeria. Mais franchement, à part j'oublie le nom du joueur masqué. Osimhen, quand même, qui faisait... En tout cas, nous, les Ivoiriens, tu vois, il faisait un peu peur. Meilleur joueur africain. Meilleur joueur africain, tu vois, et tout. Il y avait cette pression. Là, on était du côté anglophone. L'adversaire était anglophone. Et ben, sur les réseaux sociaux, hein, on a senti que l'adversaire était anglophone. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, on a la bouche. Mais là, il faut avoir la bouche en anglais face au Nigeria, tu vois. Donc, c'est un autre level. Mais au stade, tu es là, tu es confiant. En fait, on pouvait regarder comme ça le match des familles, on dit, ils vont gagner, c'est rien. Même si on ne gagne pas, même là, on a gagné. En fait, c'est ça. Mais on avait déjà, en fait, c'était le sentiment d'avoir déjà réussi la CAN. Ouais. Parce que la pression pour tous les Ivoiriens était de réussir la CAN. Ouais. Déjà, c'était déjà réussi par l'équipe, tous ceux qui ont organisé la CAN, la COCAN, la fédération, l'État de Côte d'Ivoire aussi. L'État de Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et tout ça, ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Ouais. C'était déjà une belle fête. Ouais. Donc, la pression était du côté sportif maintenant. Ouais. Est-ce qu'on allait pouvoir répondre aux ententes et on allait pouvoir se mettre au niveau de l'organisation, tout ce qui a été investi par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, il restait à nous maintenant de matcher. Ouais. Et c'était ça le plus dur maintenant. La cerise sur le gâteau. Voilà, et c'est ça qui était très, très difficile pour les Ivoiriens parce qu'ils attendaient que ça, de réussir maintenant sur le plan sportif la CAN. Donc, je pense qu'après le Mali, je pense qu'il y a un truc qui est descendu. Ouais. Et après, derrière, en fait, les Ivoiriens, dès qu'on est passé le premier tour, dès qu'on allait plus loin que le Cameroun, non, mais c'est ça. Dès qu'on a gagné le Mali, pour les Ivoiriens, on pouvait être éliminés maintenant. Oui, fini. Je te promets. De mon côté, hein, c'est que... Nous, c'est clair, cette pression-là, et cette pression-là, on savait ça, on sentait ça déjà. Mais donc, du coup, pour nous, mais nous, les joueurs, on était sûrs que là, tous les obstacles étaient tombés. On savait que là, les gars, pour vous dire la vérité, le Congo, on a gagné. Le Nigeria, la finale. Ouais. On arrive dans les vestiaires, on se change. Le coach, tu parles. Avant qu'on sorte, je fais mon discours. On rentre sur le terrain. À la mi-temps, je pense qu'on avait déjà encaissé un but avant la mi-temps. Normalement, quand on rentre au vestiaire, à la mi-temps, il y a des échanges. Le coach, il parle. On réajuste ce qu'il y a à réajuster. On corrige les trucs. Mais bizarrement, quand on rentre à la mi-temps, je fais signe au coach, on est assis, on ne parle même pas. Ah, vous n'avez même pas parlé dans les vestiaires, à la mi-temps? Alors que vous avez encaissé un but? On n'a pas parlé. Vous saviez. Le silence parlait. On s'est dit 2-3 trucs à chacun comme ça. Franck qui a parlé à Dingra.
Je pense que c'était tout. Hein. On était assis. J'ai fait sur le coach. Tout va bien. On était tranquille. On a récupéré. On est reparti. Parce qu'on savait que aujourd'hui, là, c'était pour nous. On savait. L'objectif serait atteint. Non, on était... C'est pas la fête. Franchement, on était serein. On était serein. On savait que... Parce que le Nigeria, c'est pas une petite équipe, quand même. C'est le Nigeria. Ouais. Avec tous les bons joueurs et grands joueurs qu'ils ont. Mais bizarrement, à la mi-temps, personne n'a parlé. On savait ce qu'on avait à faire. Ouais. En fait, c'était... Moi, quand je regardais dans les yeux, en fait, il ne faut pas parler. Là, je regarde dans les yeux de tout le monde, je savais que tout le monde était là, au rendez-vous. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Ils savent. Et on est ressorti, on a fait le taf. En fait, si tu veux, c'était... Comme tu as dit, c'était une formalité, quoi. À ce niveau-là, c'était déjà scellé, comme on dit. Et la victoire, elle est là. La célébration, le président qui vient vous rejoindre. On a cette photo iconique hein, de vous, les joueurs, qui venaient à la rencontre du président, les feux d'artifice et tout, dans le stade, l'ambiance. C'est des moments, je veux dire, c'est là où on se dit, ah, on aimerait être joueur aussi pour vivre ça. C'est magique, ça. Ah, c'est à ce moment-là. C'est la partie la plus chic. Tu sais, nous, les Ivoiriens, on aime quand c'est chic, quand c'est doux, là. Mais quand c'est dur, là, la partie là, tu t'es dit, hey, non, si était joueur, si, ah, il allait vivre ce moment-là. Comment on se sent? La mission est accomplie. Ah là là, c'est... On a gagné la CAN. Voilà, la CAN à domicile. À domicile, la plus belle CAN de l'histoire, s'il vous plaît. On l'a répété. C'est même quand on était au fond du trou, on répétait à chaque fois sur les réseaux sociaux. La plus belle CAN de l'histoire. Et moi-même, je vais encore plus loin. Je dis c'est l'une des plus belles compétitions sportives. Oui. Et ça, voilà, dans l'organisation. Ouais. Parce que c'est la première fois que je vois des équipes qui doivent sortir, qui n'ont pas envie de rentrer chez eux. Tellement c'est doux. Tellement c'est doux, comme on dit. Moi, j'ai eu des amis qui sont revenus juste après ça en vacances. Moi, c'est jamais vu. Mais il y a des gens qui ont vécu la CAN, qui sont venus aussi habiter en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais c'était doux à la CAN, donc... Donc, pour moi, c'est pas seulement la plus belle CAN, mais l'une des plus belles compétitions sportives jamais organisées. Ouais. Parce que les chroniqueurs à l'international, je pense, hein, les Ivoiriens ont tellement bien chargé ça sur les réseaux sociaux que dans le monde entier, bon, on a eu 2 milliards de téléspectateurs quand même, c'est énorme. Non, pour la finale. À vrai dire, c'est la magie du peuple ivoirien. Ouais. Ça. Ils ont rendu cette CAN spéciale. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est clair que c'est aussi, comment dire, la manière comment les choses se passaient. Ouais. Même après, c'est clair que quand on a perdu, ils avaient leur manière à eux de nous faire comprendre qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Mais en même temps, derrière, ce qui a marqué tout le monde, ils chantaient que voilà, on a perdu, mais on s'en fout. Ouais. On a vu ces chants-là. On ne voit rien, mais on est qualifié. Voilà. Oui, on est qualifié. Et tout ça, plein de choses comme ça. Donc, le peuple a fait sa mission. A fait sa mission. Ouais. Oui, bien sûr, parce que sans le peuple, ça aurait été difficile. Hein. Ouais. Ah, ça aurait été difficile. Parce que s'ils ne sont pas là, s'ils ne viennent pas, imagine, toi, on joue, OK, le Maroc, ils ont gagné, on doit jouer contre le Sénégal. Ouais. Il n'y a personne au stade. Ouais. On fait comment? C'est qui nous pousse? Ouais. Le Mali, pendant qu'on a 10, on paie 1-0. Ouais. Et tous les Ivoiriens se lèvent pour chanter l'hymne national. Ouais. Et si le stade était resté calme? Calme. Et tu vois, tout ça, et même sur les réseaux sociaux. Ah non, on était en mission, vraiment. Non, franchement. Vous faisiez votre taf. Non, franchement. Nous, sur Internet, on faisait notre taf. Effectivement. Et c'est tout le monde qui a fait ce qu'il avait à faire pour qu'on puisse gagner ce trophée-là. Donc, c'est pour ça on appelle ça la CAN du peuple. Avec les 3 étoiles. Avec les 3 étoiles. Et bientôt, la 4e. Bientôt, la 4e. Attendez, nous, on arrive au Maroc. Attendez-nous, bon. Le Maroc, vous nous avez fait plaisir. Vous nous avez aidés. On va remporter cette CAN. C'est dit ici, dans des choses à dire, avec Max-Alain Gradel. On finit tout ça. Forcément, c'est une transformation humaine. Qu'est-ce que cette CAN, cette plus belle CAN de l'histoire, t'a
t'a appris sur toi? Qu'est-ce que tu en as retiré de toi? C'est-à-dire en termes de transformation humaine, il y a eu le Max Alain Gradel avant la CAN, cette CAN-là, et le Max Alain Gradel après. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Bah, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup grandi dans cette CAN-là parce que je savais que c'était ma dernière CAN. Donc c'est clair que la manière de voir les choses, mes prises de décision, voilà, je faisais attention à tout. Et cette CAN-là aussi m'a donné beaucoup de sagesse. Et ne pas me précipiter pour agir, parce que même quand au début les choses ne se passaient pas bien, et pour le groupe et moi personnellement, il fallait toujours rester tranquille et ne pas avoir un comportement vis-à-vis du groupe qui montrait que je ne suis pas content de comment les choses se passent, tout ça. Donc tout ça, il fallait rester tranquille. Et même quand le coach a fait appel à moi, alors qu'on perdait déjà le match, à la fin du match contre Guinée équatoriale, il y a des joueurs où il y a des personnes qui m'ont dit, si c'était moi, je n'allais pas rentrer. C'est vraiment un respect. J'ai dit non, il faut rester droit. Il faut rester exemplaire. Quand on est leader, il faut rester exemplaire surtout. Voilà. Et ça j'ai beaucoup appris. Et derrière ça, quand tu vois comment les choses se sont passées, tu comprends maintenant pourquoi. Parce que quand tu as raison, il ne faut pas perdre ta raison. Il faut tout faire pour la garder. Moi, c'est ce que j'essayais de faire. Parce qu'il suffisait seulement que je fasse un truc et ça pouvait aller dans tous les sens, ou alors j'allais être la cible de tout, alors que le problème serait peut-être ailleurs. Exactement. Donc, il faut faire très, très attention, surtout quand on est à la tête d'une équipe, qu'on est le leader et tout ça. On ne peut pas agir comme on veut. Parce qu'on a tous ces jeunes-là qui te regardent. Donc, tout ce que tu fais, tu dois maîtriser tes faits et gestes, tes dits et tes actions. Et j'ai beaucoup appris lors de cette CAN-là. Et vu comment c'est terminé, j'ai compris maintenant pourquoi le bon Dieu m'a permis de me maîtriser, même pendant les moments difficiles. Parce que, au vu de la fin du scénario... Comme on dit, ça explique. Tout s'explique, en fait. Tout s'explique, exactement. Avant de refermer la page de cette CAN, de cette magnifique CAN, on a eu cette transition que nous aussi, Ivoiriens, on a vécu avec le changement d'entraîneur. Il y a eu beaucoup de tensions au début de la compétition. Et ensuite, il y a le changement d'entraîneur avec le nouvel entraîneur, Faye Emers. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? De l'intérieur? Oui, parce que c'est un changement de tactique, un changement, on va dire, de lead également d'une certaine manière, parce que c'est plus le même entraîneur et tout ça. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, cette transition? Non, après, c'était un choc. On va mentir, personne ne s'attendait à ça. C'était un choc. Mais vous savez, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Voilà. Il fallait que le coach Gasset, avec son staff, soit présent lors de cette CAN-là. Il devait commencer cette CAN-là en tant qu'entraîneur. Parce que c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui a fait le groupe. C'est lui qui a fait les choix. C'est lui qui a fait les choix des hommes, des joueurs. C'est lui qui a pris les décisions de partir avec certains joueurs blessés qui ont été importants dans la victoire de cette CAN-là. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Et c'est très important. Mais en même temps aussi, c'est Dieu qui a permis que le coach MS termine cette CAN-là. Donc, chacun a joué le rôle qu'il avait à jouer. Mais je dis toujours que les deux, dans cette victoire-là, étaient très importants. Parce que, moi, je dis toujours, si c'est le coach MS qui était le sélectionneur avant la CAN, je ne dis pas est-ce qu'il aurait eu l'esprit de partir avec des joueurs blessés. On ne sait pas. Est-ce que... Voilà, on peut se poser plein de questions. Personne n'a les réponses. Et le coach Gasset, il a fait la sélection, mais peut-être qu'il
il n'a pas eu l'esprit de bien placer les joueurs ou quoi que ce soit, puisque c'était sa première expérience en Afrique. Ouais. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc, moi, je dis toujours qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Ouais. Mais je pense qu'il était important que le président de la fédération prenne ses responsabilités et qu'il impose un nouveau souffle à l'équipe nationale qui en avait besoin à ce moment important-là, à ce tournant important-là. Parce que nous, comment est-ce qu'on l'a vécu? Je pourrais dire moi, les Ivoiriens, les connaissants, on était chaud. savaient que si le coach Gasset était maintenu, est-ce que ils allaient se tenir les mains? Parce que nous, on a vu le comportement de tout le monde pendant que le coach était encore là. Ouais. On a vu le comportement de tout le monde quand le coach a démissionné. Et on a vu les Ivoiriens se lever, commencer à prier pour le Maroc et soutenir le Maroc pour qu'on gagne. Ouais. Est-ce que si le coach n'avait pas démissionné, peut-être que les Ivoiriens auraient dit, mais pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer? On va se fatiguer. C'est les mêmes tactiques et autres. Parce que je me base encore sur ce qu'on voyait à la télé, sur les réseaux. Donc, je pense que il fallait ça. Ça n'a rien à voir avec le coach qui était en place. Mais il fallait ça. Il fallait repartir avec un nouvel état d'esprit, des nouvelles idées. Il fallait un changement. Et ce changement-là, il nous a fait énormément de bien. Et on l'a vu à la fin que c'est ce qu'il fallait. En fait, on a senti une fusion naturelle avec le coach Faye. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il était, il était déjà dans le staff, mais c'était comme si c'était naturel. C'est comme si vous avez toujours entraîné comme sélectionneur. C'était fluide, quoi. Bien sûr, mais il faut savoir que en Côte d'Ivoire, ou je veux même en Afrique, mais on a nos valeurs. Ouais. On a nos manières de fonctionner. Ouais. Donc, avec, on l'appelle le grand frère, le coach Emers, connaissant la maison, connaissant comment est-ce que ça se passe ici en Afrique, je pense que c'est ça qui lui a permis de tout de suite trouver les solutions rapidement. Ouais. Parce qu'on dit toujours que tout est spirituel avant d'être physique. Donc, je pense que ce côté-là, il a mis les choses à leur place. Il a juste mis les choses à leur place et on est parti. Ouais. Et quand c'est comme ça, quand chaque chose a sa place, tu as comme l'impression que c'est facile. Ouais. Que c'est fluide. C'est fluide, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle, et il faut dire merci au coach parce que c'est quelqu'un qui est très, très humble. Parce ça se voit. Voilà, malgré que, coach Emers, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Oui. Il est très, très humble parce que c'est difficile de dire, par exemple, un coach, je pense que ça, c'est bon pour l'équipe. Juste une anecdote, par exemple, on était à la veille du match de la finale et le coach il nous a dit, bon, on va passer en 3-5-2. Et on a travaillé ça. Donc, la dernière séance, on travaillait ça. Et pendant la séance, je regarde et je vois que je ne me sens pas à l'aise. Enfin, je sens que le groupe, donc je touche deux mots à 2-3 joueurs. Et eux aussi me disent, le vieux, 3-5-2 là. Il dit, bon, d'accord. Donc, pendant les étirements, je vais voir le coach. Je dis, coach, on peut parler de lui. Donc, les autres, ils étaient en train de se tirer. Je dis, coach, 3-5-2 là, demain, c'est la finale. Est-ce qu'on peut aller dans 4-3-3 là? Parce que quand je regarde l'esprit, je vois, j'ai vu que c'est pas bien passé. Il me dit, tu penses? Oui, je pense. Il dit, OK, si toi, tu penses que le groupe va être en 4-3-3 à l'aise, on peut aller sur ça. Ah ouais? Et il me dit ça. Et moi, je dis, OK. Donc, j'appelle le groupe. Et je dis, le coach, il veut nous parler. Et le coach dit, les gars, je pense qu'on va aller en 4-3-3 demain. Et tout le monde va, tu vois? Ça a soulagé le groupe. Il y a un soulagement. Il vous a écouté? Il nous a écoutés. Wow. Et ça, c'est un signe. Alors que derrière ça, tu peux parler à d'autres coachs. Ah non, c'est moi qui décide. C'est moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, quand c'est comme ça, tu restes à ta place. Donc, le fait que le coach a écouté le groupe, ça montre que
il a été humble. Il est rempli de beaucoup d'humilité. Et il ne s'est pas dit que non, vous allez faire ce que je veux, oui. C'est ce que je décide. Oui. Tu vois, il n'a pas pris comme ça. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Humilité et écoute. Écoute. Et respect. Respect. Et c'est quelqu'un, par contre, il a quelque chose à te dire, il te le dira. Hein. Ah non, ça on l'a vu dans les conférences de presse après match. Ah non. Ah lui, c'est comme ça. Il envoie. Voilà, il envoie direct. Il te dit. Il est comme ça que ses joueurs. Il te dira les choses telles qu'il voit. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va être direct. Et ça, c'est très bien. Ça, on aime ça. Nous, les Ivoiriens, on aime ça. Il envoie la dose comme ça. Là. On a fini cette magnifique CAN et tout. Et là, tu portes un très beau maillot. Merci. Champion d'Afrique. Attends que je salue le champion d'Afrique. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Respect aux champions d'Afrique. Voilà. Et je crois que ça, c'est ta signature qui est dessus, avec ton numéro. Et nos 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles. Juste là. C'est de qui ce maillot? Et je vois qu'il y a également les noms de villes de la Côte d'Ivoire. Ici, pareil. Et je crois qu'il y a des noms des stades. Hein. Oui, des noms des stades également sur l'épaule et tout. C'est magnifique. C'est très beau. Merci. C'est de qui? Et est-ce que c'est ta marque? Est-ce que c'est ton maillot? C'est ta marque de maillot? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Non, c'est ABN qui a confectionné ce maillot en partenariat avec moi sur l'édition limitée. Champion d'Afrique. Mais il y a d'autres maillots aussi, il y a d'autres modèles qui ne portent pas ma signature. Mais ça, c'est juste édition limitée Max Gradel. Il n'y en a pas beaucoup, alors. Donc, voilà, on se dépêche d'aller récupérer nos maillots. Il faut se dépêcher. Max Alain Gradel? Ouais, non, pas seulement Max Alain Gradel. Il y a Max Alain Gradel, mais il y a d'autres maillots aussi. Champion d'Afrique. Donc, il faut se dépêcher pour les récupérer parce que c'est stock limité. Très limité. Et où on les trouve? Bon, je pense à City Sport, à B-Sport. Et je pense Decathlon et autres. Hein, d'accord. Dans tous les magasins sportifs et tout ça. Et on peut également aller directement sur le site, la page Facebook et le site ABN. ABN, tout ça, vous pouvez avoir, il y a des numéros et tout ça. D'accord. Faire les commandes et tout ça. Et c'est quoi le coût? Parce qu'il faut qu'on porte nos maillots. Le coût, j'ai pas les prix. Je vais me renseigner et puis je vais vous mettre le coût. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est très joli, c'est très joli. C'est bien fait. En plus, c'est local. En plus, c'est. Oui, ça a été fait par une entreprise ivoirienne. Bien sûr. Et moi, j'encourage vraiment ça. Oui. Parce que, pour ne pas dire consommer ivoirien, mais quand je vois la qualité de travail qui est fait derrière, pour nous qui avons eu l'habitude de collaborer avec des grandes marques européennes, franchement, je vois pas la différence. Je suis très, 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 très épaté par la qualité du travail et de tout ce qui a été fait dans les détails, dans les moindres détails. Je vois qu'il n'y a aucune différence avec ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment encouragé. En plus, c'est ivoirien. Il est important qu'on mette en valeur le travail et la compétence de nos jeunes frères qui sont très, très talentueux, mais malheureusement, qui ne sont pas, à mon goût, assez encouragés, assez mis en avant. Donc, je pense que moi, je fais partie de cet état d'esprit-là qui a envie de promouvoir tout ce qui est ivoirien d'abord et pourquoi pas plus tard africain. Et je me rappelle, je pense que pendant la CAN, c'est vrai qu'on avait des choix de maillots, la fédération et tout, mais il y avait ce maillot de la marque donc ABN. Ça s'appelait Aquaba. Moi, j'avais un maillot Aquaba également que j'avais acheté. Je me rappelle bien. Je pense que je portais même plus ce maillot-là pendant les matchs parce que c'est différent et tout. Et puis, tu te démarquais d'une certaine manière, quoi. Et puis, bon, quand je sais que c'était ivoirien aussi, bon, ça m'a motivé à acheter. Effectivement. Donc, tous ceux qui ont acheté le maillot Aquaba, bon, voilà le nouveau maillot Aquaba. Mis à jour avec... Qui est mis à jour. Donc, si tu 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles. Donc, si tu es vraiment fier d'avoir été champion d'Afrique, tu dois avoir ton maillot. Tu dois avoir ton maillot parce que la CAN arrive bientôt et il faut être à jour.
Voilà, donc quand tu portes ce maillot-là, Ouais. champion d'Afrique, automatiquement dans les rues où tu vas aller au Maroc ou Ouais. partout pendant la CAN, on va savoir qui tu es et on va te respecter. Mais ça me plaît parce que ça vient avec la déclaration statement. Oui, c'est clair. Tu rentres dans l'avion ou bien tu vas quelque part, un truc. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. C'est écrit, il y a les 3 étoiles. C'est ça, c'est nous. Donc, normalement, même quand tu arrives avec ce maillot-là, quand tu portes ce maillot-là, quand tu arrives, on doit te dresser tapis rouge en même temps. En fait, j'imagine les Ivoiriens qui vont arriver au Maroc, là, à la police, à l'aéroport, là. Et puis, Mais c'est ça. tu viens comme ça. On ne te fatigue pas. Normalement, avec ça, Les Marocains vont nous titiller. non, quand tu arrives à la CAN, ils ne vont pas te fatiguer avec ça. Parce qu'ils vont savoir que tu es ivoirien. Ouais. Tu es champion d'Afrique en plus, en titre. Donc, un conseil. Ceux qui vont aller au Maroc, qui vont truc, s'ils ne veulent pas être fatigués à l'aéroport, C'est ça. dans les rues, achetez vos maillots champion d'Afrique. Directement. Comme ça, les portes, vous avez Ils vont s'ouvrir. facilement. En tout cas, c'est magnifique. Merci. Et c'est le moment de se dépêcher parce que ça peut finir très vite. Prenez vos maillots champions d'Afrique. Imposez-le. Portez-le fièrement partout, dans la sous-région, partout où vous passez. Quand vous portez ça dans l'avion, que vous descendez de l'avion, là, vous arrivez, on sait que c'est vous. C'est vous. C'est nous. Voilà. Au-delà de tout ça, donc de promouvoir, de soutenir des entreprises locales, de jeunes entreprises locales, des jeunes entrepreneurs locaux donc, qui font ce type de produits et tout pour valoriser donc, la Côte d'Ivoire et surtout accompagner tout cet élan, cette ferveur autour du football et autour de la célébration de notre statut de champion d'Afrique, donc avec ABN. Tu es très actif, comme tu l'as dit. Tu as une retraite hyper active et tout ça. Mais au-delà de toute cette magnifique actualité, de ton titre de champion d'Afrique et tout, qui tu es, Max Alain Gradel? D'où tu viens? Comment était le tout petit Max Alain Gradel quand il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans? Déjà, il faut savoir que moi, depuis tout petit, j'ai une photo où j'avais 3 ans, j'avais déjà un ballon en cul entre les mains. Déjà? Voilà, donc j'ai compris tout de suite après qui j'étais moi-même. Non, juste pour rigoler. Moi, j'ai toujours été un passionné du football. Et j'ai toujours rêvé football. Ok. Voilà, toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'avais un ballon, je pouvais passer des jours sans manger. Avant mon ballon, je dors avec mon ballon, je mange avec mon ballon. Et c'était comme ça, depuis que j'étais petit. La passion comme ça? Effectivement. Effectivement, pour vous dire, des fois, il m'arrive de rester sur le terrain aujourd'hui. Je suis à la retraite, mais il m'arrive de rester sur le terrain avec mes joueurs, sur le soleil, au point de noircir même à un moment donné. De bronzer totalement. Effectivement, parce que voilà, c'est la passion, elle est plus grande que tout. Donc, Max Alain Gradel, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au football, qui est très, 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 très passionné au football. Donc, du coup, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est ce qui m'a permis d'être Max Alain Gradel et c'est ce que je sais faire de mieux. Et ma vie, après, c'est clair qu'on peut apporter Il m'arrive parfois de faire du tennis et autres, mais moi, c'est football, c'est ma vie, c'est tout ce que je sais faire. Tu es né où? Marcory. Ok. Donc, tu as vécu toute ton enfance à Marcory? Non, je suis né à Marcory. Alors après, j'ai fait Abobo. Okay. Après, j'ai fait Yopougon, Selmé. Après, j'ai fait Niangon. Et c'est de Niangon que je suis allé en France à l'âge de 10 ans. Comment tes parents ont perçu très tôt cette passion que tu avais pour le football? Comment ils t'ont accompagné, tes parents? À vrai dire, c'est que mon père n'était pas trop pauvre à l'époque, comme beaucoup de pères. Il faisait quelle profession à l'époque? Mon père était policier. Ah. Voilà. Donc, la matraque n'était pas loin. Ah, ouais. La matraque, la rigueur, surtout. Effectivement. La rigueur. Après, lui, il ne voulait pas trop que je joue parce qu'il voulait plus que j'aille à l'école. Ouais. Moi, l'école, ce n'était pas mon truc. Ouais. J'avais les stylos à main et les ballons déjà dans la tête. Voilà, c'était ça. Donc, du coup, après, il ne voulait pas que je joue parce que, vu qu'on était dans une situation difficile, famille nombreuse, donc à chaque fois, je me faisais mal,
Fallait, Quand tu dis famille nombreuse, vous étiez combien au total? on était une dizaine, Ah ouais. oui, dizaine. Donc, c'était difficile. Et donc, Mais tu n'étais pas l'aîné, hein? non, 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 je n'étais pas l'aîné, non, non. Donc, quand tu te fais mal, il faut te soigner. C'est des dépenses en plus. Donc, je pense que c'est tout ça qui faisait que ne voulait pas que je joue au foot et tout ça. Et aujourd'hui, il est toujours... Non, Ok. Tu l'as perdu à quel âge? avant la CAN au Cameroun. Ouais. Il était très malade à ce moment Il précis. était très malade, oui. Ouais. Et ta mère? Elle t'a toujours soutenu ouais, elle m'a dès le départ, soutenu. même si le papa n'était pas très chaud. Oui, elle m'a tout soutenu. Malheureusement, elle est partie très, très tôt. Je devais avoir 18, 17 ans. Voilà, quand elle est partie. Et elle m'a beaucoup soutenu. Parce que c'est elle qui me prend d'ici à l'âge de 10 ans pour m'envoyer à Paris. Ah! Voilà. Malgré le fait que ton père n'était pas très chaud, elle a quand même réussi à le convaincre pour Oui. que tu ailles à Oui, Paris. parce qu'il savait aussi que voilà, j'allais avoir une meilleure vie là-bas, entre guillemets. Et c'était tôt, hein, 10 ans. Oui, c'était tôt. Et parce que ma mère, elle vivait là-bas, elle voulait que je reste avec elle là-bas, Ok. avec mes frères et sœurs. Donc, du coup, ça facilitait des choses pour moi. Donc, du coup, elle m'a inscrit dans un club là-bas et c'est là que c'est parti. Donc, elle m'a vraiment, vraiment poussé. Ouais. Mais malheureusement, je n'étais pas encore devenu le joueur que j'étais. Et je n'avais pas encore signé un contrat professionnel avant qu'elle parte. Ouais. Donc, si on veut dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, je suis content. Hein. Je suis content, j'ai ma famille, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Je suis fier de qui je suis devenu. Mais derrière, c'est que je ne serai jamais, jamais 100% heureux. Ouais. Voilà, je ne sais pas si... Oui, si. Tu as toujours ce manque. J'ai tout ce manque-là, mais plus que ce manque, plus qu'un manque, en fait, je veux dire. C'est plus qu'un manque parce que je ne serai jamais, jamais heureux. Pourquoi? Parce que moi, mon rêve, c'était toujours de rendre ma mère heureuse et de tout lui donner. Donc, le fait qu'elle est partie sans m'avoir vu, je sais qu'elle sait qui je suis devenu aujourd'hui, mais sans m'avoir vu devenir physiquement le monsieur que je suis devenu, et sans pouvoir lui offrir tout ce qu'elle voulait, ça, c'est un grand vide, ça. Et je sais que... Et parfois, je réfléchis à comment trouver des solutions pour remplacer ça, mais c'est impossible. Ouais. Pour la faire revenir voilà, d'une certaine manière. Voilà. C'est quand on est, je le dis plus jeune, on se dit, mais non, il faut qu'elle puisse profiter. Profiter, c'est ça. Mais je sais qu'elle ne peut plus. Et ça c'est il faut que j'accepte. En fait, j'ai du mal à accepter jusqu'à aujourd'hui que je peux rien faire. Je ne pourrais pas lui donner ce qu'elle veut. Tu vois? Parce qu'elle s'est sacrifiée pour toi d'une certaine manière. Elle s'est toujours sacrifiée pour moi et pour mes sœurs d'ailleurs. Voilà. Mais elle a toujours cru en moi. Ouais. Et ça c'est... Comme je dis, je ne pourrais jamais être à 100% heureux. Ouais. Il y a toujours ce truc-là. Et ça, c'est très difficile. Mais je pense qu'elle est heureuse de là où elle te voit. Et oui, de je tout pense. Ce parcours que tu as pu faire et l'homme que tu es devenu aujourd'hui et qui rend fier toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique aussi. Voilà. Tu fais tout ce parcours, mais au moment où elle part, vous êtes en Europe, tu es en Europe avec tes frères et sœurs. Mais qui prend la suite quand elle n'est plus là? Qui prend la suite? Je veux dire, qui s'occupe de vous quand elle n'est plus là? Moi, le père reprend, vous reprend? Non, il faut savoir que moi, là-bas, je pars en Angleterre et je suis à Leicester City. Ok. Tu étais déjà majeur, on va dire, à ce moment. Oui, mais voilà. Et elle, c'est là qu'elle part. Ouais. Après, derrière, moi, je suis là-bas avec mes frères et sœurs. Tu t'occupes d'eux? Non, pas que je m'occupe d'eux, mais ils sont... Parce qu'il faut savoir que ma mère, elle a refait sa vie avec son mari, qui est notre beau-père. Okay. Donc, mes frères et sœurs, ils sont... Ce sont des demi-frères, en fait, à ce moment. Des demi-frères, exactement, qui sont là-bas. Donc, moi, je continue ma journée en Angleterre. J'essaie de me battre pour être professionnel, pour réussir, quoi. Ouais. Donc, eux, ils sont à Paris. De temps en temps, on prend des nouvelles. Mais après, c'est clair qu'après,
les choses changent et Ouais, c'est plus pareil. c'est plus pareil. Et chacun se concentre sur sa vie et paf, voilà. Et tu te débats, bon, on va dire d'une certaine manière tout seul. Hein. Tu as plus de 18 ans Bien maintenant, sûr. à ce moment précis. Tu es à Londres et tu dois te prendre en charge, Oui, tu te prends en charge, tu essaies de tout donner, de te faire remarquer. te faire remarquer, et voilà, par des prestations et tout ça. Donc, tu deviens un bonhomme, quoi, parce que Ouais. tu n'as plus personne sur qui compter. Ouais. Voilà. Et comment tu arrives à créer ce déclic dans ta carrière? À quel moment le boom est arrivé, en fait, dans ta carrière pour arriver jusqu'en sélection nationale? Non, mais c'est simple, parce que je me suis dit, il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne derrière. Donc, tu ne peux plus regarder derrière. Ton derrière n'est pas soudé. Ton derrière n'est pas soudé. Il n'y a aucune issue derrière toi. Ouais. Et tu es condamné à avancer, en fait. Donc, c'est entraînement sur entraînement. Entraînement, concentration, discipline. sacrifice, tout. Et je me disais toujours qu'à l'entraînement, il fallait que je cours 5 fois plus que les autres Ouais. pour mettre toutes les chances de mon côté. Et avec aussi la vie spirituelle, ça a beaucoup aidé. Tu priais beaucoup à ce moment précis? Oui, oui. Après, personne n'est parfait. Ouais. Mais à partir du moment qu'on reconnaît que Dieu est le maître suprême, c'est déjà bien déjà. Ouais. Après, on ne demande pas d'être un accro. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis, reconnaître que Dieu est le maître suprême, ça, savoir que Dieu existe déjà, c'est déjà C'est pas le mal. plus important C'est le plus déjà. important. Après, derrière, chacun a sa manière de faire ce qu'il a à faire. Comment tu as vécu la première fois que tu as été appelé en sélection nationale? Ouais. Ah, après, j'ai fait des nuits blanches avant ça. T'appelles. Non, je dors pas. Je dors pas, je suis pressé. Je suis Ah pressé ouais. d'arriver. Tu avais quel âge au moment où tu rentres en sélection nationale? Bon, c'était en quelle année? 2010, fin 2010, 2011, début 2011, je pense. J'étais à Leeds United. Et le coach, il m'appelle. Il me dit, voilà, tu es dans la liste. Je peux vous dire que j'étais tellement content. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai fait. J'ai acheté des affaires pour pouvoir arriver en sélection, des affaires neuves. Waouh! Et je suis arrivé à l'aéroport. On va dire le vol, il peut être à 10 heures, par exemple. Moi, non, depuis 5 heures, je suis à l'aéroport. Ah ouais? Oui, j'étais tellement content de pouvoir être en équipe nationale. Parce que c'était un rêve. Ouais. Moi, il faut savoir que je suis d'abord supporter des éléphants. Des éléphants. Avant. Et moi quand je regardais les matchs quand j'étais petit et qu'on perdait, je ne mangeais pas. Hein. Ah ouais, Ah non, à non. fond comme ça. Hein? Non, mais moi, c'était autre chose. Je ne mangeais pas. J'avais plus faim, en fait. Quand l'équipe de Côte d'Ivoire perdait, quand tu étais petit, tu mangeais Je plus. ne mange pas. Et ça, c'est la vérité. Hein. Déjà, à l'époque, c'était difficile de manger des... Ouais, si, déjà, tu rates un repas, tu as raté. Voilà. Je ne sais pas, j'avais pas faim. Ouais. Non, mais là, ce que je dis, là, c'est sérieux ce que je dis. J'avais une boule au ventre. Pendant au moins des jours, j'arrivais pas à manger. En fait, j'étais pas content, j'étais triste. Ouais. Donc, j'avais pas faim, je mangeais pas. Donc, quand la Côte d'Ivoire gagne comme ça, ah non, c'est gâté, comme on dit. La fête. La fête. Donc, j'étais un supporter Mazo avant. Ouais. Donc, après, ça s'explique maintenant, les gens, comment je arrive en équipe nationale. Tu comprends? Je comprends. Les gens aussi, parce que les gens, ils se disent, mais quand je joue en équipe nationale, je donne tout, je cours partout. Je dis oui. Tu es un soldat. Parce que je sais ce que c'est d'être supporter. Et d'être un supporter Mazo. Mazo. Et je sais ce que c'est à partir du moment où je suis sur le terrain. Donc, j'ai la capacité de changer les choses. Ouais. Voilà. Parce que quand on est supporter, ça se passe, mais tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc là, tu as connu ça. Ouais. Maintenant, Dieu aussi te permet de goûter au fait d'être sur le terrain. Ouais. Donc, ta manière de jouer, là, c'est plus pareil. Ouais. Et donc, moi, je souhaite que les futurs joueurs de l'équipe nationale
soit auparavant des supporters même de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est excellent. Ça, c'est un très bon point. Ta manière de jouer, vous allez voir que sa manière de jouer va pas être la même chose. C'est différent. Les joueurs, nos joueurs, soyez des supporters Mazo avant. Avant. Après, bon, moi, je parle de mon histoire à moi. Bien hein. sûr, bien sûr. Voilà, après. Pour les prochains, en tout cas, ceux qui seront sélectionnés, Voilà. il faut qu'on sente que vous êtes aussi à la base des supporters Mazo. Ça facilite beaucoup de choses. Tu as vécu de très belles années, intenses, en sélection nationale, toi-même en club et tout. Un magnifique parcours et tout. C'est une consécration avec, en tout cas, tes 2 consécrations et tout, avec les CAN que tu as gagnées, et toutes les victoires que tu as eues en équipe et tout ce que tu as appris aussi au-delà de tout ça. Et dans la carrière d'un joueur, qui est parfois aussi un peu court, parce que dans tous les domaines sportifs, que ce soit dans l'athlétisme, dans tous les autres sports, c'est très court quand même. Comme on dit en anglais, le lifespan est vraiment short, très court. Et comment on se prépare? Tu as parlé du fait que tu avais préparé déjà ta retraite et tout. L'éducation financière, est-ce que c'est quelque chose que les joueurs de football en club à l'international intègrent facilement quand ils démarrent? Tu as démarré 18 ans, 19 ans. Après, tu commences à toucher des salaires mirobolants et tout. Comment on vous prépare à gérer vos fonds pour ensuite être prêt pour la retraite avec des investissements que vous avez faits? Est-ce que oui, c'est quelque chose que chacun des joueurs doit lui-même prendre conscience en intégrant, en se formant à l'éducation financière, à l'investissement? Comment tu t'es préparé? Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'apprends beaucoup, j'aime bien m'informer, je regarde tout ce qui se fait et je prends exemple aussi sur des choses, des faits réels. Ouais. Donc, vous comprenez? Donc, moi, personnellement, j'ai essayé de faire les choses simples. Moi, je me suis dit quoi? Je suis ivoirien, je suis footballeur, je joue en Europe, mais je sais où est-ce que je vais finir ma carrière, ou quand je vais arrêter, je sais là où est-ce que je vais vivre. C'est ça. D'ailleurs, c'est la première des questions. Donc, c'est la première des questions. Pendant que tu joues, il faut savoir, faut être prévoyant en fait. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire après. Ouais. Donc, c'est en fonction, ça c'est la première question. C'est en fonction de ça, tu commences à placer tes bases. Voilà. Il ne faut pas jouer et dire, bon, à la fin, je vais voir. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Après, on est pris de panique, tu as fini, et là, tu prends des décisions à la va-vite et ce n'est jamais les bonnes décisions. Parfois déraisonnable. Voilà. Parce qu'il y a cette pression qui est là, tu as fini, tu fais quoi? Après, quand c'est comme ça, dans la précipitation, on ne prend pas souvent les meilleurs choix. Ouais. Donc, la première des questions que moi, je me suis toujours posée, où est-ce que je vais vivre après ma carrière? Si c'est en Europe, je commence à prendre mes dispositions en fonction de ça. Moi, j'essaie de vivre en Côte d'Ivoire après ma carrière. Ouais. Donc, depuis très longtemps, j'ai commencé à prendre mes dispositions. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Maintenant, tout ce qui est investissement et tout ça, moi, je dis toujours, il faut regarder autour de soi ce qui se fait de mieux. Si on a la chance d'avoir un grand frère ou un devancier dans le domaine et qu'on regarde qui est exemplaire, et à lui, on peut venir parler avec lui pour qu'il nous donne des conseils. Ou alors, on a des personnes qui sont proches de nous, que ce soit dans nos amis ou alors dans nos familles. S'il y a des personnes, je dis bien exemplaires. Quand on dit exemplaire, ce n'est pas seulement par la parole, mais par l'exact que ces personnes-là posent au quotidien, qui font preuve que cette personne-là peut m'accompagner ou alors je peux écouter les conseils de cette personne-là. Ouais. Mais aussi, malheureusement, beaucoup de nos jeunes frères ne voient pas les choses comme ça. Ils sont plutôt regardants en fonction de, comment dire, bon, je vais appeler telle personne en fonction de sa notoriété, par exemple. Ouais. Or, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut voir les choses différemment. Il y a des personnes qui ne sont pas aussi connues, mais qui ont posé des actes qui sont palpables, qui sont parlants, qui ont bâti. Voilà, qui ont bâti. Et ça, c'est des actes qui sont réels. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut...
tout en étant aussi concentré et avoir les yeux sur tout ce qu'on fait. Surtout avoir les yeux. Ne pas vraiment tout léguer. Bien sûr, bien sûr. Il y a la pression de... Comment je peux dire? Quand on est joueur aussi, il y a le luxe, les opportunités et tout. Bien sûr. Est-ce que tu étais dépensier à la base, étant Bien plus sûr. jeune joueur? Après, il y a une chose qui est sûre. Moi, je ne vais pas m'asseoir ici pour dire le contraire. Quand on est joueur, il y a des étapes. Il y a des évolutions qui arrivent. C'est ça. Donc, forcément, à un moment donné, tu commences à toucher plus d'argent qu'avant. Forcément, tu commences à dépenser parce que il y a un moment de ta vie où... Oui, tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas ça. Oui. Et il y a un moment de ta vie où tu voulais te faire plaisir et tu ne pouvais pas. Ouais. Donc, à un moment donné, tu vas dépenser jusqu'au-delà de ce que tu penses. Ouais. Ça, tout le monde passe par là. Mais le plus dangereux, le plus important, c'est de savoir s'arrêter. C'est ça. Et c'est là où... C'est difficile. C'est difficile. Et c'est là où il faut avoir l'esprit pour ne pas se laisser... comment dire? Égarer, s'égarer. S'égarer et ne pas pouvoir s'arrêter. Ouais. Mais moi, je dis toujours qu'il est important pour un joueur qui a souffert, qui commence à toucher de l'argent, de se faire plaisir. Oui, non, c'est parce qu'il doit se faire plaisir. C'est important. Ouais. Mais souvent, il est difficile de s'arrêter. Et quand tu n'arrives pas à t'arrêter, après, tu prends l'habitude et c'est fini. Moi, j'ai fait des folies. Tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit goûter ça d'abord. Tout le monde doit goûter. Et puis tu sais que voilà tout ce que tu peux te permettre. Et puis à un moment, tu... Voilà. Et c'est souvent ça le problème. Aujourd'hui, tu vis la vie dont tu as toujours rêvé. Tu es posé, tu es tranquille. Et tu as une famille également. Bien sûr. On ne voit pas souvent, on ne sait pas souvent ce que ressentent les femmes de joueurs. Parce que vous avez la pression. Mais quand elle te voit jouer et qu'il y a la pression aussi du match sur elle, les défaites aussi, comment ta femme, pendant toutes ces années, te soutient pendant ces moments difficiles? Quand tu rentres d'un match où tu as perdu, par exemple, et tout, comment ça se passe, en fait, quand on est la femme d'un joueur? Non, moi, je tire le chapeau à ma femme. Hein. Parce que vraiment, parce qu'elle doit supporter mes caprices, elle doit supporter mes sauts d'humeur. Des caprices. Comme tout le monde. Là, quand on perd, elle n'y est pour rien, mais c'est elle qui va prendre. Tu as de mauvaise humeur. Oui, bien sûr, quand ça ne se passe pas bien. Ouais, quand c'est comme ça, tu sais quoi? Tu ne parles plus? Non, mais c'est quoi ta réaction quand tu... Non, mais après, moi, c'est déjà quand je n'aime pas perdre. Donc, quand je perds, pendant au moins une journée comme ça, là... Tu parles plus? Ah non. Je suis encore dans le match, en fait. Ouais. J'ai du mal à accepter ça. Ouais. Donc, je suis loin. Ouais. Donc, c'est comme si elle est là, elle n'est pas là. Et ça, c'est... Tu es dans ton coin. Voilà, je suis dans mon coin, je n'ai pas envie de parler, je ne suis pas bien. Ouais. Je n'ai pas envie de sortir, faire des courses. J'ai envie de rien faire. Ouais. Jusqu'au prochain entraînement. Et ça, on oublie souvent que nos femmes sont des personnes. Ouais. Et tout ça. Et souvent, et Dieu merci, moi, j'ai la chance parce que ma femme, elle arrive à faire la part des choses. Elle arrive à comprendre. Parce qu'elle te comprend. Elle me comprend. Elle te suit depuis des années. Voilà, donc elle comprend. Même durant la dernière CAN, elle était là à tous les matchs. Elle se déplaçait partout sans trop me stresser. Oui. Elle a réussi à gérer pour la CAN, ses déplacements, tout ça, sans forcément me stresser. Oui. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Et voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et dans les prières et tout ça. Comment vous complétez tous les deux dans le couple, en fait? C'est-à-dire, en termes de caractère, quel est son caractère? Quel est ton caractère? Bon, elle est très calme. Ouais. Elle est très calme et elle m'a beaucoup aidé surtout dans la gestion de la fin de ma carrière. Oui, okay. Énormément parce que honnêtement dire, elle m'a vraiment structuré. Elle a vraiment mis plein de choses en place.
et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup facilité. Elle est plutôt du genre discrète. Elle s'efface beaucoup. Ok. Mais c'est quelqu'un qui gère tout. Qui gère tout. Et que tu peux t'appuyer. Oui, j'ai la chance de l'avoir comme femme parce que je ne pense pas que si elle n'était pas là, ça aurait été la même chose. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus tranquille, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui planifie tout ça. C'est une bénédiction pour toi. Une très, 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 très grande bénédiction. Merci, Madame Gradel. Et les enfants? Comment tu vois tes enfants? Je veux dire, est-ce que tu vois un footballeur, une footballeuse dedans? Non, pas footballeuse. Ok. Les deux garçons, ils sont condamnés à jouer au football. Oui. On a laissé le choix. C'est le choix, elle les donne là. C'est le choix qu'elle a. De jouer au football, elle donne le choix. Oui. Mais est-ce que tu as détecté ça en eux? Mais ils sont des footballeurs. Ils ont quel âge et quel âge? Bon, le premier, il a quoi, 8 ans. L'autre a 7 ans. Mais tu sens ça en eux? Oui, c'est des garçons qui vont jouer au foot. Et bien, ils t'ont dit, papa, on sent le foot. Eux-mêmes là. Papa, on veut jouer. Et même le nom Gradel qui est sûr. Ça veut dire ballon. C'est le destin. C'est le destin. Ça veut dire ballon. Ah bon, ouais? Oui. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Eux-mêmes, ils jouent au football. Ah, ok, d'accord. Voilà. Eux-mêmes, ils sont à fond. Eux-mêmes, ils sont à fond. Voilà. Ils n'ont pas le choix. C'est parce que papa est champion d'Afrique. Donc, ça doit continuer. Ah ouais? Oui. L'héritage. Ils savent très bien jouer aussi. Ah ouais? Oui, non, sérieusement. Donc, ça facilite. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Donc. Comme on dit, on a des futurs champions dans la lignée qui arrivent. En tout cas. Dans quelques années. En sélection nationale. Non, ça c'est clair, sélection nationale. Ouais. Ils vont pas jouer quelque part d'autre. C'est un bel héritage. Oui. Que tu vas leur transmettre. Oui. En plus, moi, je suis dedans. Ouais. Donc, dès qu'ils grandissent un peu, je vais être leur coach. Je vais les coacher. Mission Gradel. Un peu comme la mission Mbappé. Mission Gradel. Pareil. Ouais. On est au début de quelque chose là. Non, dans quelques années, peut-être c'est eux qui vont passer ici. Voilà, ils vont passer ici. Donc, c'est exactement ça. En tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage de vécu, d'expérience. Et tu nous as replongé dans les heures chaudes de la CAN, de la plus belle CAN de l'histoire. C'était fort. Moi, j'ai vécu fou. Quand tu parlais, quand tu expliquais de l'intérieur, ce que nous, on n'a pas vu, tu as expliqué de l'intérieur, j'étais plongé dedans, j'ai vécu beaucoup d'autres scènes qui se sont passées et je me suis mise à votre place et je pense que vous aussi, vous êtes mis à la place de Max-Alain Gradel et de toute l'équipe qui a permis tout cela. Vous avez aussi appris donc de son parcours. Tu es un leader et ça se voit dans ta manière de t'exprimer, de te tenir et de tout ce que tu as pu insuffler à l'équipe nationale et dans la gestion même de ta carrière. Est-ce que tu as un dernier mot pour, au-delà du sport, parce que le sport, c'est vrai que c'est une leçon aussi de discipline. Les sportifs, c'est la discipline. Et la discipline, ça aide beaucoup à évoluer dans la vie. Est-ce que tu as un dernier mot pour ces personnes, qui soient jeunes, matures ou vieux, qui cherchent à évoluer dans leur carrière professionnelle, dans leur vie tout court? Comment appliquer les principes du sport, de la compétition, à leur vie personnelle? Bon, moi, déjà, moi, j'évite de trop donner des conseils parce que... Ça, c'est les leaders. Ils n'aiment pas trop donner les... Non, parce qu'on ne connaît pas la situation de tout le monde. Et souvent, quand on donne des conseils, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Ouais. Et parce que ce que tu dis, parce que c'est toi, Gradel, qui le dit, la personne qui l'entend, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, il va faire exactement ce que tu es en train de dire. Donc, moi, j'évite rarement de donner des conseils en général. Mais ce que je peux dire, c'est les deux premières choses que j'aimerais dire d'abord en premier, c'est que déjà, en toute chose, il faut se donner une discipline personnelle déjà. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Une discipline personnelle qu'il faut accepter en fonction
de ses objectifs personnels. Et ça, c'est très, très important. Ouais. Et parce que souvent, on fait des choses en fonction des gens. Et là, on se trompe soi-même. Ouais. Voilà. Donc, si on veut faire quelque chose, on se donne les moyens. Et la discipline, c'est la base peu importe ce que tu veux faire, footballeur, directeur, peu importe. Ouais. La discipline, c'est important. Et c'est la discipline qui t'ouvre la porte à d'autres choses. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir l'intelligence intellectuelle, mais si toi-même, tu n'es pas discipliné, ça passe pas, quoi. Ouais. Peu importe ce que tu veux faire. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi pour terminer, c'est que j'aimerais en profiter de cet instant pour vraiment dire que tous les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui ont joué la CAN, il faut vraiment les respecter. Ouais. Voilà, il faut vraiment les respecter. Et je sais pourquoi je dis ça. Ouais. Il y a d'autres qui malheureusement, qui ne vont pas comprendre, mais il faut vraiment les respecter. Partout ce que vous allez les voir, il faut vraiment les respecter. Qu'ils soient en méforme aujourd'hui, qu'ils n'aient pas de club, qui se trouvent dans des situations difficiles, il faut les respecter. Il faut vraiment, ils méritent le respect. Parce que être dans la situation dans laquelle on était et sortir de là, ça mérite beaucoup, beaucoup de respect. Et tous ceux qui ont joué pour l'équipe nationale, tous ces joueurs-là qui sont passés, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, il faut vraiment les respecter parce qu'ils se sont sacrifiés pour faire plaisir à tous les Ivoiriens, à la nation. Et partout ce qu'ils sont, il ne faut pas qu'on oublie le sacrifice qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'on oublie qu'à un moment donné, ils nous ont procuré des joies. Donc, il faut les respecter. Il faut, si possible, les aider quand il faut. Mais il faut surtout les respecter. Parce que, vous savez, c'est la seule récompense qu'on peut avoir de notre peuple. C'est le seul salaire qu'on peut avoir de notre peuple. Parce que quand on vient jouer pour la nation, c'est pour la nation. Et un simple merci ou un simple comportement de respect, nous, c'est plus que tout, quoi. Et j'aimerais juste terminer sur ça et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Et tous les Ivoiriens. Amen. Respect. Merci. Respect à toi, respect à toute l'équipe. Et aussi, respect aussi à vous, mes abonnés, d'être toujours aussi fidèles et de partager vos commentaires donc, à chacun des épisodes. Et je sais que vous allez partager beaucoup de commentaires sous cet épisode. Et bien sûr, vous allez aussi le partager autour de vous. Et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Max-Alain Gradel, tu avais des choses à dire? Tu penses que tu les as dites? Je te repose la question. Moi, tout ce que tu me dis, je prends. J'ai pris, en tout cas. En tout cas, je pense avoir répondu à toutes les questions et je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je suis satisfaite. C'était un très bel échange. Merci de nous avoir replongé dans tout ça. Merci d'avoir partagé également. Merci à vous aussi pour l'invitation. On va te suivre dans ta retraite, qui est hyper active, où tu voyages de pays en pays pour représenter le pays, toujours, même si tu as tes activités à côté. Merci infiniment pour ce que tu représentes pour notre pays, pour ce que tu as apporté à notre pays et que tu continues d'apporter à notre pays et avec les futurs Gradel en devenir. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt pour un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao. Ciao.